Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans l'émission Starcom. Vous le savez, c'est l'émission de décryptage et d'analyse de la télé du 21e siècle qui vous permet d'avoir une vue large et profonde sur l'actualité nationale. Et dans cette émission, nous parlons du déguerpissement, notamment des opérations de déguerpissement de Dar Salam. Il faut le dire de Kapororaï, excusez-moi, il faut le dire que l'État a lancé une opération de déguerpissement musclé dans la banlieue de Conakry en vue de poursuivre, selon ce qu'on nous a dit, le développement du centre directionnel de Koloma qui doit permettre, selon les informations qu'on a reçues également de l'État guinéen, du décongestionnement du quartier administratif de Kaloum. Et ceci, notamment dans cette opération, plusieurs habitations et boutiques ont été démolies et les citoyens sont restés dans le grand désarroi. Et nous, on essaye de comprendre dans cette émission, avec ces questions que nous nous posons dans cette émission, qu'est-ce qu'il faut retenir, notamment de l'évolution du dossier des victimes de Kapororaï qui reste notamment devant la cour de la CEDEAO. Il faut dire qu'un collectif a été mis en place après notamment le démarrage de ces opérations de déguerpissement pour défendre notamment ces victimes. Également dans cette émission, nous allons nous intéresser sur la gestion des fonds qui ont été collectés au sortir notamment de ces opérations en termes notamment d'assistance. Il faut dire qu'après ces opérations, ce collectif des victimes a lancé une opération de collecte qui a été suivie notamment par beaucoup de personnalités du pays qui ont manifesté leur attachement et pourquoi pas assistance sociale à ces victimes de Kapororaï. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau de l'émission Starcom Monsieur Mamadou Samba il est Mamadou Sambasso, excusez-moi, il est le porte-parole du collectif des victimes notamment du déguerpissement de Kapororaï. Avec lui, nous aborderons la situation qui prévaut actuellement, notamment vis-à-vis de ces victimes des opérations de déguerpissement de Kapororaï. Monsieur So, c'est un plaisir pour moi de vous avoir dans cette émission. Bienvenue dans Starcom. Merci donc Mohamed Bari, à vous, à vos collaborateurs et à l'ensemble des téléspectateurs de cette grande chaîne d'information aujourd'hui qui est en train de s'imposer en Guinée et ailleurs. Il faut dire quand même que nous vous recevons dans cette émission qui presque nous partons vers l'anniversaire notamment de ces opérations de déguerpissement. Alors la première question qu'il faut notamment éplucher dans cette émission, c'est un peu cette confusion qu'on a en termes en parlant notamment de déguerpissement de Kapororaï. Il y a quand même une histoire qui reste notamment derrière tout ça. Et vous qui êtes notamment de la zone, parce que vous êtes le porte-parole du collectif des victimes, qu'est-ce qu'il faut retenir comme historique du processus d'habitation de Dar Salam? Parce qu'il y a eu 2 opérations sur le site, et qu'est-ce qu'il faut retenir notamment sur l'historique? Oui, l'historique de Kapororaï, hein, bien entendu. Kapororaï, excusez-moi. Voilà. Donc, merci donc de me recevoir sur ce plateau pour éclairer la lanterne de vos téléspectateurs par rapport donc à ce dossier vraiment brûlant. Kapororaï, le nom n'a pas existé depuis. Ce n'était pas un quartier au départ, c'était un secteur, le secteur 6 du quartier Kaporo Centre. Donc, comme un peu partout à Conakry et ailleurs, il y a une histoire derrière l'occupation, l'aménagement de cette zone. Il faut dire que les premiers occupants, ce sont les Bagas, comme dans la plupart des quartiers de Conakry. Et après, il y a eu une autre vague de Peuls en majorité et d'autres groupes ethniques qui sont venus s'installer là. Ça, c'était des coutumiers depuis les années 60 pour certains. Alors, en 1982, le régime du président Ahmed Sékou Touré a décidé de lotir
cette zone de Kapororaï qui, comme je l'ai dit, était relevée de Kaporo Centre. Donc il y a eu des actes qui ont été délivrés à ceux-là qui étaient là ou à d'autres qui sont venus après, qui ont demandé à l'État la possibilité d'habiter là. Alors, il y a, par exemple, des arrêtés groupés datant de 1983, le 17 mai 1983. Il y a eu un arrêté numéro 5077 du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat qui a été délivré à un certain nombre de citoyens, parce qu'il y avait deux catégories d'arrêtés, des arrêtés groupés et des arrêtés individuels. Certains de ces arrêtés sont signés par le ministre El Hadj Moussa Diakité à l'époque. Il y a eu aussi l'arrêté numéro 7338 du 23 juillet 1983, toujours signé par El Hadj Moussa Diakité. Vous avez cet arrêté qui est là et qui porte des noms. Vous avez par exemple ce monsieur qui s'appelle Gaoussou Bérété, qui a occupé la parcelle numéro 4 du lot 41 sur une surface de 625 mètres carrés et c'était à Kipé 2. Ça, c'était la première opération d'occupation. Alors, il est dit, hein, ça c'était la République populaire révolutionnaire de Guinée, il est dit qu'il est accordé aux camarades dont les noms suivent l'autorisation d'occuper les parcelles ci-dessous indiquées 6 dans les différents centres lotis de Conakry 2 et 3. Alors, il est signé. À l'époque, il fallait payer la somme de 7500 cili, nettoyer et clôturer la parcelle 6 mois après et chercher à implanter le premier bâtiment lors de la première année. 3 ans après, si vous ne faites rien... Ça, c'était les conditions d'acquisition. Voilà. Si vous payez les 750 cili, vous clôturez l'endroit, vous implantez la maison avant la fin des 3 premières années, vous avez la possibilité évoluer parce que voilà, cet espace-là. Ok. Maintenant, il faut dire que au temps de Lansana Conté, il y a eu une première opération de déguerpissement des citoyens, des occupants, notamment de la zone. Parlons désormais notamment de votre cas, hein, parce que c'est la dernière opération, si je ne me trompe, notamment. Et vous avez parlé de beaucoup de choses en termes de pertes enregistrées. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux qu'on peut faire sur le bilan de tout ce qui a été perdu, notamment par les occupants de Kapororaï? Si vous permettez, ça, ce que je viens de dire là, c'était sous Sékou Touré. Quand le régime a basculé, Conté est venu, le général Kerfala Camara, qui était brigadier chef, a lui aussi été au ministère de l'Habitat et il a délivré lui aussi des actes de propriété, des arrêtés. Alors, après ça, vous faites bien de parler, on ne peut pas parler de cette casse de cette année sans évoquer celle de 98, dont l'opération, en tout cas l'argument officiel, c'était d'ouvrir des routes à Kapororaï. C'est en ce moment que Bamamadou a été arrêté, Thierno Ousmane Diallo, qui est actuel ministre du Tourisme, et qui a été le premier chef de quartier de Kapororaï. Parce que l'autre aspect qu'il faut peut-être souligner avant de répondre à votre question, c'est ce décret numéro 211 que l'État brandit, qui identifie les zones réservées à Conakry et à Dubreka. Alors, il parle bien entendu du centre directionnel de Koloma qui s'étend sur une surface de 267,5 hectares. Mais personne ne nous a dit que cette partie-là commence à un point A pour finir à un point B. Ce qui veut dire que les autorités n'ont pas été claires dans la délimitation de la zone. Dans cette délimitation. Oui. Et après, ce qui est encore grave, puisque ça c'était en 89, en 1992, un chef de quartier a été désigné à Kapororaï à la personne de Thierno Ousmane Diallo, qui est l'actuel ministre du Tourisme. Et il y a eu l'électrification. Comment on peut électrifier une réserve foncière de l'État? Comment on peut faire l'adduction d'eau? Comment on peut permettre aux écoles privées, aux lieux de culte, de s'installer? Alors ça, c'était un résumé. Il y a eu tout ce qu'il y a eu en 98, des morts d'hommes, etc. Oui. Maintenant, pour en venir au cas actuel, il faut reconnaître que avant, il y a eu des prémices. D'abord, il faut dire que Alpha Condé, qui était dans l'opposition en 98, est venu au pouvoir en 2010. En 2016, il est venu présenter ses excuses pour dire que la casse de 98 était sauvage. Il a donné des instructions fermes à Lousséni Camara, qui était en 2016 ministre de la ville, de dédommager les victimes de 98 et de
prévoir le dédommagement des gens qui allaient être déguerpis pour la construction du siège du ministère de la Ville, etc. Donc ça n'a pas été respecté en 99 et Alpha Condé était toujours le président de la République. On va revenir sur notamment le processus parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de débats par rapport à la position de l'État en termes notamment de l'appartenance de la zone parce on va revenir notamment sur cet aspect. Et la question est de savoir parce qu'il faut dire que quand même dans votre combat, vous avez fait une sorte de dégrenage de dégâts enregistrés en termes de pertes de biens. Et quel est le bilan? Oui, le bilan est désastreux parce que la première maison a été détruite le 25 février 2019. Avant, il y a eu cette menace qui a pesé sur Kipé 2. On s'est transporté au tribunal de première instance de Dixine. Et finalement, on a été débouté et condamné à payer 500 millions de francs à l'État à cause de ce décret-là qui a été finalement brandi. Alors, lorsqu'il y a eu la casse, nous avons, en tant que collectif, bien avant, on a commencé un processus de recensement. Ce processus-là s'est poursuivi même après la casse parce qu'on n'a pas pu enregistrer tout le monde. Alors, les chiffres que nous avons indiquent qu'il y a eu 1204 familles qui ont été expulsées de force de Kapororaï, Kipé 2 et d'Imes. Et dans l'ensemble, il y a eu 19 219 personnes. 14 immeubles, 1299 villas, 456 annexes, 1769 bâtiments et 3641 élèves qui ont été obligés de quitter le quartier pour suivre leurs parents. Ils sont là aujourd'hui en train d'errer dans la nature. Beaucoup, on peut dire qu'ils ont abandonné les études. Vous avez aussi des lieux de culte qui sont au nombre de 12 mosquées et 2 églises aujourd'hui qui ont aussi qui sont dans le viseur des autorités. Voilà donc les chiffres que nous avons et c'est extrêmement grave ce qui s'est passé parce qu'après il y a eu des conséquences, des personnes sont décédées. On va revenir sur ces conséquences-là, mais il faut dire quand même que l'État défend bec et ongle notamment par rapport notamment à ces bilans. Quelle est la crédibilité? Qu'est-ce qui a prévalu en termes de travail sérieux dans l'enregistrement de tout ce que vous annoncez là comme bilan, comme chiffre? Comment est-ce que toutes ces données ont été relevées? Parce que déjà, il y a vos détracteurs qui estiment qu'il y a eu une certaine victimisation en termes de dégâts enregistrés. Oui, ben, écoutez, c'est toujours propre à ce régime, surtout à Ibrahima Kourouma, même à Alpha Condé, des gens qui disent quelque chose le matin, et à midi, ils disent le contraire, ou le soir, ils donnent une autre version. Nous n'avons aucune envie, aucune nécessité d'inventer des chiffres. Comment ça s'est passé? Il y a eu un recensement, famille par famille. Je vous ai dit, par exemple, pour le cas de Kipé 2, lorsque nous avons senti la menace venir, nous sommes allés dans les différentes familles pour recenser, vérifier les différents biens, le bâti qui est là, parce que d'autres n'ont pas été pris en compte. Quand on prend la maison, et puis son contenu, c'est le nombre de chambres, le nombre d'annexes, de toilettes, etc. Donc, on a fait ce travail-là, accompagné de nos sages, et il y a eu une centralisation. Malheureusement, pour le cas de Kapororaï, qui est la zone située entre Prima Center et la RTG, les gens n'ont pas été avertis. Donc, ils sont venus tomber sur eux. Certains n'ont même pas pu enlever les tôles. Donc, c'était extrêmement difficile. Il a fallu, après, recevoir les gens dans les seules écoles qui résistaient pour les enregistrer. Je vous ai parlé de 1769 bâtiments que nous avons enregistrés. Mais pour vous donner une image par rapport à la crédibilité de ce travail-là, il y a un rapport de Human Rights Watch, qui est une organisation internationale des droits de l'homme basée aux États-Unis, qui est crédible, qui est reconnue au niveau mondial. Ce rapport-là a été rendu public en juin 2019 par rapport à la situation de Kapororaï, Kipé 2, d'Imes, mais aussi Dar es Salaam. Les images utilisées par Human Rights Watch, des images satellites, ne sont même pas l'œuvre de cette organisation, mais ont été fournis par une société spécialisée, une société américaine qu'on appelle Planet Labs.
Et ces images qui ont été étudiées par des experts indiquent qu'il y a eu 2500 bâtiments qui ont été détruits dans cette zone de Kapororaï, Kipé-2 et Dimes. Alors que nous, dans notre recensement, on parle de 1769 bâtiments. Ce qui veut dire, vous voyez que ce n'est pas nous qui avons gonflé. Il n'y a pas eu de chiffres gonflés. Monsieur Sambasso, si vous permettez, il faut le dire quand même qu'à l'occasion de la nouvelle année, nous, on s'est amusé à faire un retour notamment sur tout ce qui s'est passé dans le secteur de l'habitat en Guinée en termes d'opérations de déguerpissement à Conakry. On va suivre cet élément de reportage et on revient juste après sur ce plateau pour parler de la plateforme revendicative, notamment du collectif des victimes de Kapororaï en termes d'exigences qu'ils ont vis-à-vis de l'État guinéen. On suit ça, on revient juste après. Entamée le 19 février 2019, cette opération de déguerpissement s'est voulu muscler. Le programme Grand Conakry Vision 2040 du président Alpha Condé prend forme. Et cette partie du quartier Kapororaï, zone réservée de l'État, y est intégrée. L'État veut en effet y développer le centre directionnel de Koloma, qui accueillera les départements ministériels pour décongestionner le quartier administratif et des affaires de Kaloum. C'est un site de 265,7 hectares, déclaré Dr Ibrahima Kourouma, ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Venu sur place, accompagné d'un contingent d'agents de sécurité, le ministre a donné ses ordres qui ont été suivis à la lettre dès le lendemain. Kiosques, hangars, bicoques, tout a été démonté par les propriétaires eux-mêmes avant même que les machines n'entrent en action. La circulation est difficile sur l'axe Bambeto-Kipé. En cause, un incessant va-et-vient de dizaines de personnes, des femmes pour la plupart, traversant en tous sens les bras chargés de tôles, de portes, de morceaux de bois ou de denrées alimentaires. Ce sont les vendeuses qui s'affairent pour sauver leurs marchandises et leurs meubles de l'avancée des bulldozers, a constaté alors Yao Bari, un des correspondants de Jeune Afrique. En quelques heures, plusieurs commerces et des habitations ont été démolis. Sur le terrain, ce déguerpissement est accueilli avec beaucoup de peine. Les citoyens concernés accusent l'État de deux poids deux mesures, dénonçant ainsi l'absence de mesures d'accompagnement. Comme Kapororaï, un grand périmètre de Kipé-2 a été également rasé avec ses boutiques, habitations, garages. Quelques jours plus tard, l'opération a été menée avec la même détermination sur le site de Dar es Salaam, le quartier résidentiel du grand dépotoir de Conakry, dont l'éboulement et les inondations avaient fait 9 morts le 22 août 2017. Au port autonome de Conakry, en particulier dans la zone de petits bateaux, réputée pour ses constructions de fortune et ses vices, les bulldozers ont également été actionnés au nom du projet Grand Conakry Vision 2040. L'année 2019 s'en va ainsi, laissant comme dernière victime les occupants du débarcadère de Teminetaï à Kaloum. Le site a été déguerpi au mois de novembre, mettant un terme à plusieurs habitations de fortune dans cette zone. Sur tous les sites concernés par cette vaste opération de déguerpissement, le gouvernement a mis en avant la nécessité du service public. Plusieurs mois après le passage des bulldozers, le gouvernement peine toujours à convaincre les victimes. Sur le site du centre directionnel de Koloma, en ruine, seul le nouveau siège de l'ARPT et celui des affaires étrangères impressionnent les passants. Et comme vous l'avez compris à travers cet élément de reportage qui exprime notamment la colère, il faut le dire, et pourquoi pas également le désarroi que ces citoyens de la capitale ont enregistré durant l'année 2019. Alors, M. Sambasso, on va clôturer cette première partie par cette question. Il faut le dire que par rapport à votre collectif, également, il y a beaucoup de personnes qui pensent à une certaine machination. C'est un collectif qui a été créé notamment par l'opposition ou par une communauté. Que dites-vous notamment de tout ce qu'il y a comme reproche en termes de légalité
de votre collectif. Comment est-ce que ça a été mis en place et qu'est-ce qui a prévalu à la naissance de ce collectif? Parce qu'on tire sur les ficelles à tous les sens. C'est un collectif au service d'un parti politique de l'opposition, d'une communauté. Bon, écoutez, c'est toujours la Guinée. On ne peut quand même pas être à l'abri de telles critiques puisque c'est ainsi que les gens veulent que le pays fonctionne. Je voudrais juste prendre deux aspects. En 1998, Alpha Condé était dans l'opposition. Il a parlé d'une machination organisée par un groupe qui était autour du général Lansana Conté pour faire mal à une communauté. À l'époque, il était presque le chef de file de l'opposition. Et à l'époque, Cellou Dalein Diallo, qui était de la mouvance, proche de Lansana Conté, disait que les victimes de 1998 savaient qu'elles occupaient illégalement un domaine. Et si dans cette confrontation entre occupants illégaux, je cite Cellou Dalein, et des forces de l'ordre, s'il y a eu des victimes, on ne peut pas mettre ça au compte des droits de l'homme. En 2019, l'opposant Alpha Condé est président de la République, il ordonne une casse sans état d'âme, et le monsieur qui était dans la mouvance, Cellou Dalein Diallo, est le chef de file de l'opposition, il condamne une casse inhumaine. Vous voyez comment les choses évoluent dans ce pays. En fait, ce sont les populations qui sont les seules victimes qui n'ont pas où se plaindre. Alors, vous l'avez compris, dans cette émission consacrée essentiellement à la situation qui prévaut notamment en termes d'après vue de ces victimes des opérations de déguerpissement à Cap-au-Rail, on va marquer une courte pause avant de revenir désormais pour parler du contenu de la plateforme revendicative, notamment du collectif des victimes de Cap-au-Rail et pourquoi pas de tout le combat qu'ils ont mené en termes de processus d'exigence de leurs revendications vis-à-vis de l'État guinéen. Également, on aura dans cette émission en ligne une autre victime qui va intervenir dans cette émission pour parler également du calvaire que lui et sa famille sont en train d'endurer après avoir été victime de ces opérations de déguerpissement à Cap-au-Rail. On marque une courte pause et on revient juste après. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. De retour sur ce plateau et dans cette émission consacrée essentiellement à la situation sur notamment l'état des lieux des victimes des opérations de déguerpissement de Cap-au-Rail. Alors, Monsieur Mamadou Sambasso, on revient désormais sur le contenu de la plateforme revendicative, notamment des collectifs de victimes de Cap-au-Rail. Qu'est-ce que vous exigez réellement à l'État guinéen? Quelles sont vos réclamations? Nous exigeons rien que l'application de la justice. La loi guinéenne, que ce soit la constitution ou le code domanial, foncier et domanial, détermine les preuves à travers lesquelles on peut expulser, spolier un citoyen d'un domaine pour cause d'utilité publique. Il faut que ça soit avéré. Qui viennent acheter des domaines réservés, parce que ça, pertinemment, à partir du moment où il y a eu la première opération, normalement, la zone était réservée. C'est-à-dire que c'est l'amalgame qui se passe dans cette affaire. Je vous ai parlé tout de suite de documents délivrés par El Hadj Moussa Diakité, par le général Kerfala Camara, et après. Et le décret dont on parle, le décret 211, précise que tous les occupants de l'ensemble des réserves, c'est comme aussi les emprises de ces routes, les transversales et autres, la route Le Prince, ne peuvent être déguerpis que si l'État s'engage à les indemniser de la valeur de leur réalisation sur le fond. Personne ne parle de ce point 4 du décret 211 signé en 1989 par le général Conté. Et pire, il y a une forme qui est prévue. Et malheureusement, nous sommes dans un pays où on ne respecte absolument pas le droit. Je vous montre cet ordre de mission qui a été délivré par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire en date du 31 juillet 2018, signé par le secrétaire général Mohamed Mama Kamara. La loi dit que si l'État a besoin d'un espace, il envoie des experts pour évaluer le bâti et faire une expertise, et après les deux parties se transportent devant un juge pour déterminer la valeur des réalisations sur le fond. Alors, M. Sosso, si vous permettez, nous avons
Aluseni Diallo, victime notamment de ces opérations de déguerpissement de Cap au Rail. Monsieur Diallo, bonjour, bienvenue dans l'émission Starcom. Bonjour, bien. Alors, la première question est en termes notamment de situation que l'on peut se faire par rapport à vous en tant que victime des opérations de déguerpissement de Cap au Rail. Dites-moi, comment est-ce que votre famille est parvenue à se remettre de ces opérations de déguerpissement? Parce que vous êtes des occupants, vous avez tout perdu. Comment est-ce que vous êtes parvenu à vous remettre? Quelle est votre situation de vie actuellement? Oh, je dirais tout simplement que ce qui s'est passé à Capora et à Kipoudia-Demes, c'est une désolation totale. Actuellement, nous vivons du calvaire au sein de la société, mais aussi partout où se trouvent les victimes de cette casse, de la barbarie venant de ce gouvernement. Alors, il faut dire que l'autre question, par rapport notamment à cette question de prise en charge, qu'est-ce que votre famille en pense? Est-ce que vous avez été contacté par les autorités en termes d'indemnisation ou rien n'a été fait en termes d'assistance sociale? Concernant la prise en charge, venant de l'État, on n'a pas reçu cela. Bien avant la casse, on n'a pas été averti. L'État avait délivré des documents soi-disant et qui vont venir détruire les maisons en même temps des ordres de mission, mais l'ordre de mission n'a jamais été respecté. Comment voulez-vous que l'État nous vienne en aide après avoir détruit tout ce qu'on avait comme source de vie? Il y en a qui sont désespérés, qui sont un peu partout, éparpillés dans la ville de Conakry, mais aussi d'autres sont rentrés à l'intérieur du pays, qui n'ont plus là où rester, ils n'ont pas par quelle voie s'en sortir. Alors, parlons à présent des assistances sociales, parce qu'il faut dire qu'après ces opérations de déguerpissement à Cap au Rail, vous avez mis en place un collectif des victimes et ce collectif a lancé une campagne de collecte de fonds. Est-ce que vous avez reçu quelques assistances? Bien sûr, on a eu de l'assistance, mais par rapport à des personnes de bonne volonté, mais aussi à des ONG, d'organisations des droits de l'homme, ou disons des droits humains aussi, mais aussi les différentes personnalités de la ville de Conakry ayant des gros moyens nous ont assistés par rapport à ce qui nous est arrivé en nous faisant des dons de l'argent et en nourriture pendant des mois passés. Alors, parlez-nous de vous. Vous êtes élève et qu'est-ce que vous faites et comment est-ce que vous parvenez notamment à subvenir notamment à votre vie et si vous êtes à la charge de vos parents, comment est-ce qu'ils font actuellement pour parvenir à subvenir aux besoins de la famille? Ok, d'abord je suis totalement devenu diplômé de ce pays. J'ai un diplôme de ce pays il y a de cela au moins 8 ans. J'avais fini les études, je suis diplômé en sociologie et développement communautaire. J'avais juste une petite classe sur le terrain de mon papa qui m'avait permis de se débrouiller pour avoir certaines, quand j'aurais certains besoins d'avoir d'argent pour au moins ne pas demander aux parents de m'assister à tous les niveaux. Mais actuellement, ma vie est devenue totalement ruinée. Là où j'ai gagné mon économie, tout a été détruit, mais aussi la maison là où je dormais, où je n'arrivais, où je ne payais pas de logement, ni de taxes et autres, j'étais obligé de quitter la maison en voyant des événements douloureux que je ne pouvais pas supporter et je ne pouvais pas aussi résister face à cet incarnage qu'ils ont organisé avant de venir faire la casse, mais je suis pendant la casse. Tout ce qui s'est passé, c'était ignoble. Je ne peux même pas vous expliquer. Là. Actuellement, la famille est dispersée un peu partout. Il y a mes petits frères, personnes ont abandonné l'école à cause de ça. Mes parents, mon papa, ma mère est rentré au village. Actuellement, je suis à Conakry. Mes petits frères sont à Koya, d'autres sont à Sonfonia. Moi, je suis à Diemoula, à côté d'un voisin qui était à côté de celui-là qui avait un garage. Ce monsieur m'a approché pour que je puisse dormir dans sa chambre. Actuellement, je suis sans location, sans logement. C'est vraiment, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, ce sont quelques
la réaction notamment de Mamadou, de Aloussine Diallo, victime notamment des déguerpissements Dar es Salaam, c'est qu'il faut dire que le message de Caporal, excusez-moi, parce que tellement qu'il y en a des victimes, on n'arrive pas à scinder les deux, c'est quand même un cri de cœur ou une détresse qui est vraiment exprimée là. Alors on parlait de la plateforme revendicative en termes d'existence, on a vu c'est une victime qui vient de faire un témoignage émouvant en termes notamment du calvaire que lui et sa famille sont en train d'endurer depuis qu'ils ont été victimes notamment de ces opérations de déguerpissement. Vous qui portez la voix, qu'est-ce que vous exigez? Oui, nous exigeons, comme je vous l'ai dit, le respect de nos droits. C'est vrai qu'ils n'ont pas été respectés, mais maintenant, il faut que justice soit rendue. Il faut qu'on nous restitue nos terres parce que le gouvernement est incapable de montrer que ces terres lui appartiennent. Parce qu'il y a une chose, souvent on dit que la terre c'est pour l'État, mais le premier occupant, c'est lui, en fait, le propriétaire. Si maintenant vous venez pour une cause d'utilité publique, pour dégager les gens, pour les déloger, il faut quand même respecter ce que la loi a écrit. C'est vous qui avez écrit, il y a le code foncier domanial. Il faut un arrangement et si les deux parties ne s'entendent pas, qu'elles se transportent devant un juge qui vient évaluer tout et puis le montant sera fixé. Maintenant, quand vous prenez par exemple le centre Prima, il y avait des maisons là en 98. Ouais. Ce n'est pas une cause, ce bâtiment-là, ce n'est pas un bâtiment de l'État, c'est juste un centre commercial. Donc tout ça, ça ne rentre pas dans le cadre de ce qu'on nous dit. Et après, on a entendu parler de Orange Guinée qui veut acheter un domaine pour construire son siège. Quelle est l'utilité publique en vendant un domaine appartenant à un Guinéen, à une société étrangère? Ce n'est pas un ministère, Orange Guinée. Donc nous demandons l'application de la loi. Et puisque la justice guinéenne est sous les ordres de M. Alpha Condé... On va parler notamment du processus notamment judiciaire parce qu'il faut dire que le collectif a décidé de trimballer l'État guinéen devant la justice notamment de la CEDEAO. Oui. Alors, la dernière question dans cette deuxième partie, qu'est-ce qui bloque? Parce qu'il faut dire quand même que vous avez mené beaucoup de campagnes en termes de combat, en termes d'information, en termes même de démarches pour faire notamment prévaloir votre position. Qu'est-ce qui bloque le processus? Est-ce que c'est l'État qui ne veut pas vous écouter ou bien il y a des groupuscules, notamment au sein de ce gouvernement, qui ne veut pas qu'Alpha Condé ou le président puisse avoir notamment un bon œil sur votre situation? Qu'est-ce qui bloque le processus? C'est Alpha Condé lui-même, parce que pour moi, tout ce drame ne peut pas se passer dans un pays sans que le président de la République ne soit informé. Lui qui a tenu un discours vraiment honorable en 2016 et qui a dit après il faut casser sans état d'âme. Donc c'est lui qui bloque. Nous continuons à mener nos activités et lui il dit, comme je l'ai dit, une chose le matin et son contraire le soir. Il avait donné des instructions fermes en Conseil des ministres, c'était au mois d'avril, de prendre contact, en tout cas de dédommager les personnes qui ont des preuves qu'elles ne sont pas là par hasard. Oui. Malheureusement, sa parole étant ce qu'elle est, il n'y a pas eu de suite. Il n'y a aucun contact entre nous et les autorités. D'ailleurs, nous ne cherchons pas maintenant à ce stade-là à avoir ce contact-là. Parce que ils peuvent régler votre problème. Oui, mais parce que quand vous prenez par exemple les sinistrés de Souapiti, des gens qui ont été déplacés de leur village par l'État guinéen dans le cadre de la construction de ce barrage-là, ils ont été recasés ailleurs. Mais dans quelles conditions? Parfois, on recrée un village, il n'y a même pas d'eau, et quelqu'un qui avait perdu 3 maisons, il récupère une seule maison. Oui. Donc nous ne voulons pas collaborer avec un État voyou qui nous a fait du tort et qui ne serait pas, même s'il est obligé, il ne va pas respecter la loi telle qu'elle est, parce que ce sont des gens qui fonctionnent en fonction de leurs humeurs. Donc nous aujourd'hui, nous attendons du côté d'Abuja. Peut-être qu'on va en parler. Dans la troisième partie de cette nous continuons le combat par rapport à ceux-là qui cherchent à occuper la zone. Parce que nous avons dit que c'est un risque. Ibrahima Kourouma a réuni des gens qu'il a qualifiés d'investisseurs guinéens, parce que selon lui, Alpha Condé tient à ce qu'eux puissent avoir d'abord les domaines avant de penser aux étrangers. Nous leur disons que puisqu'ils nous ont délogés pour une cause d'utilité publique, on ne peut pas voir par exemple un KPC ou je ne sais quoi venir s'installer là, sinon
il va récolter les conséquences de son acte. Et vous l'avez compris, c'est la détermination au sein du collectif des victimes de Kapororaï. Je vous le dis tout, que c'est une émission essentiellement consacrée à ces victimes. On va aller à la deuxième pause avant de revenir notamment sur l'aspect judiciaire parce que, comme il le dit M. Mamadou Sambasso, la confiance n'existe plus vis-à-vis notamment de l'État guinéen, pourquoi pas la justice guinéenne. Donc du coup, le collectif a décidé de trimballer l'État guinéen devant la justice, notamment de la CEDEAO. Comment est-ce que le processus évolue et quel espoir ils ont par rapport notamment à l'aboutissement de ce procès? La réponse est juste après cette courte pause et nous revenons dans cette émission. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes. De retour dans cette émission et merci pour votre confiance renouvelée à cette télé du 21e siècle. Il faut dire que l'émission Starcom est essentiellement consacrée à la situation notamment qui prévoit en termes de suite à donner des victimes des opérations de déguerpissement du côté de Kapororaï. On en parle avec notre invité Mamadou Sambasso. Il est le porte-parole du collectif des victimes de Kapororaï. Il faut le dire que la confiance n'est plus de mise entre vous et les autorités, même si c'est eux qui peuvent être la solution. Vous avez décidé désormais de miser sur la CEDEAO pour notamment espérer d'avoir gain de cause. Pourquoi le choix du tribunal de la CEDEAO? Est-ce que en termes de pression, la CEDEAO peut être quelque chose en termes notamment pour faire fléchir l'État guinéen dans sa position de viol? Oui, nous espérons bien entendu, puisque la Guinée a souscrit à des conventions, elle fait partie de cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons été déboutés parce que nous avons eu tort de croire à la justice guinéenne, nous qui P2, quand nous avons porté l'affaire devant ce tribunal-là. L'agent judiciaire de l'État a brillé par son absence lors des procès qui étaient renvoyés chaque fois. Et finalement, on nous déboute, on nous condamne à payer 500 millions malgré toutes les preuves que nous avons fournies. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'était avant la casse. Et est-ce qu'après, il fallait encore repartir vers cette même justice? Nous avons dit non. Nous avons porté la plainte au niveau de la Cour de la justice de la CEDEAO grâce à l'appui d'une ONG guinéenne qu'on appelle Portal Fibantal Fouta Diallo, qui se trouve aux États-Unis, que nous remercions. Donc nous avons trouvé un avocat à la personne de Maître Alfaya Dramé, qui est au niveau du barreau de Paris, de Lille plutôt, qui est en train de suivre le dossier. La première audience, l'État guinéen a brillé par son absence. La Cour l'a sommé d'envoyer ses observations écrites. C'est finalement au mois d'août qu'il y a eu ces observations-là. Et le cas de Kipé2, je reviens juste en arrière, quand nous avons été condamnés, nous avons interjeté appel. Cet appel-là, il n'y a pas eu de suite. Donc, aujourd'hui, nous sommes au niveau de la CEDEAO. Un transport judiciaire est attendu courant janvier ou début février. Et les juges seront là, au moins 3, pour constater l'énormité des dégâts. Et puis, la prochaine audience est fixée au 24 mars. Excusez-moi. Le 24 mars, ce sera du côté d'Abuja au Nigeria. Alors, on va repartir sur le terrain avec ce micro-trottoir que nous avons réalisé, notamment dans la zone. Il y a quand même des citoyens qui expriment leur désarroi et pourquoi pas les attentes vis-à-vis de l'État guinéen en termes d'assistance, pourquoi pas de relocalisation de ces victimes de Kapororaï. On suit cet élément de micro-trottoir et on revient après. Bon, actuellement, c'est pas facile à dire. Nous vivons sans abri, je vais dire comme ça. On s'est séparés de nos familles avant le février 2019. Nous vivions avec la famille. Nos parents, en tout cas comme cela, mais depuis le déguerpissement, on s'est séparés de la famille. Il y en a 2 ans qui sont rentrés au village. Et nous, maintenant, on est tous seuls ici. On est des jeunes qui sont sans abri. On n'a pas où passer la nuit, on n'a pas où aller manger, c'est un peu cela, quoi. Donc je pense que nous vivons dans la difficulté, nous vivons dans cette grande misère. Nous vivons... c'est difficile à expliquer. J'ai les larmes aux yeux quand on me pose la question de parler de ce déguerpissement qui a eu lieu à Kapororaï l'an passé. Je constate au fait une désolation. Je suis désolé pour eux. C'était des amis, certains des frères, d'autres des parents. Et je suis ému. Le pourquoi?
Quand je vois ceux-là aujourd'hui qui avaient une vie, maintenant qui se retrouvent sans maison et qui ont une vie précaire, difficile à vivre, donc je suis désolé pour eux. On vit ça dans des conditions extrêmement difficiles. Vous rappelez que ce n'est pas facile que du jour au lendemain, on vient te déloger chez toi. On démolit toutes tes maisons sans préavis ni avertissement. Okay? C'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Et nous le vivons dans des conditions extrêmement difficiles. D'autant plus que certains de nos amis et de nos parents sont décédés. D'autres sont malades alités, certains sont atteints d'une paralysie totale. Donc vous voyez combien de fois nous sommes traumatisés dans notre morale. C'est une désolation totale. Je rappelle une fois de plus que ce gouvernement est caractérisé par le mensonge, d'accord, la corruption, le détournement. Sinon, Ibrahima Kourouma, il était agité depuis le début de la casse pour dire qu'ils allaient investir les lieux dès qu'ils finissent de démolir les habitations. Mais à ce jour, les 267 hectares confisqués illégalement par l'État n'ont fait l'objet d'aucun aménagement et aucune construction sur la place. Vous pouvez le constater vous-même. Et ils nous avaient déguerpis pour, dit-il, cause d'utilité publique. Mais faites un tour du côté de Koloma. Cela démontre suffisamment le caractère voyou, criminel et barbare de la gouvernance de Alpha. Parce qu'ils sont incapables même d'aménager le site. Et aujourd'hui, ce site-là est devenu un lieu de dépotoir d'ordures, des eaux usées de toilettes. C'est les camions vidangeurs qui vont déverser des eaux de toilettes là-bas. Vous pouvez le constater. Faites un tour. C'est vraiment une désolation totale. Nous faisons face à un État irresponsable qui vient déloger des habitants et qui laisse pousser des herbes. C'est des citoyens de Caporal qui montaient au créneau, notamment vis-à-vis de l'État guinéen, en dénonçant notamment l'attitude de l'État. Mais il y a quand même, il faut dire, en parlant de déguerpissement de la zone à Koloma, ce qui est frustrant, il y a de cela une année, rien n'est fait, malgré les arguments brandis par l'État guinéen. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, pour nous, c'est-à-dire que nous n'avons jamais pris en considération au sérieux ce régime-là. C'est des gars, des personnes qui n'ont aucune vision. On me parle de Conakry Vision 2040. Ibrahima Kourouma, il vient dans cette haine sous forme d'urgence publique pour démolir les maisons, parfois avec leur contenu. Aujourd'hui, il est là. Il a quel moyen? Quand vous regardez cette zone qu'ils ont détruite, vous prenez la RTG, c'est le résultat d'un don de la Chine. Vous prenez le ministère qui n'est pas encore inauguré des Affaires étrangères, c'est le fruit de la coopération avec l'Iran. Vous prenez les 2 tours en allant vers Bambeto, c'est des hôtels appartenant à un Chinois, c'est le résultat d'un deal entre le fils du président et un mania chinois. Le seul bâtiment qui relève de l'État et qui n'est pas le fruit d'un don, c'est le siège de la RPT. Est-ce que dans un État sérieux, on peut construire un centre administratif avec des dons? C'est ça. Les gars, ils sont venus détruire, ils n'ont aucun moyen, ils réunissent après des prétendus investisseurs guinéens pour leur dire qu'il faut acheter des tickets d'entrée. Si vous achetez, vous avez 6 mois. Si vous ne faites rien, vous perdez votre argent et vous perdez vos tickets. Et si vous donnez l'argent, c'est cet argent-là qui va permettre de faire l'aménagement du site. Ça veut dire qu'il n'y avait rien de sérieux. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de vision, c'est des gens qui ont la haine. En tout cas, selon les informations, il faut dire que, en plus de ce qui est dit comme argument en termes de nécessité infrastructurelle, il y a également, selon les informations, que les opérations de déguerpissement d'Arsam ne reposent seulement sur des visées politiques. Selon ce qu'on a reçu comme information, c'est juste une façon de décapiter en quelque sorte l'électorat du parti de chef de file de l'opposition, qui quand même reste une zone acquise à l'UFDZ. Vous qui êtes de la zone, est-ce que c'est une hypothèse sur laquelle vous pouvez commenter? Bien entendu. En 98,
ça a été détruit parce que c'était le fief de l'UNR de Bamamadou. Cette année, ça a été détruit parce qu'on estime, à tort ou à raison, que les occupants, les habitants, sont des militants de l'UFDG. Ça, il faut qu'on le dise. La majorité, en tout cas. Mais ce qui est dommage, parce qu'il y a des révélations, mais le moment arrivera, il y aura des écrits. Il y a par exemple l'UPR, qui est un parti allié au RPG, qui nous a courtisés. On nous a demandé à Kipé2 de créer des sections de jeunes. C'est le parti de l'Ajba Ousmane. De créer des sections jeunes et femmes de l'UPR. Nous avons dit que nous ne sommes plus sous le parti unique. Si on devait adhérer, ce serait au RPG. Nous avons l'impression qu'on a été victime de notre entêtement, entre guillemets. Il y a eu tous... Nous avons à plusieurs reprises été invités à aller au siège de Ba Ousmane parce qu'on a estimé qu'il est le proche du président. Il est le seul aujourd'hui capable de nous aider. Ce qui veut dire qu'il faut passer par le parti de Ba Ousmane pour notamment avoir le chef du président Alpha Condé. Parce que le chef de quartier de Kapororaï, Alpha Mamadou Bari, est de l'UPR. Et donc, il sait qu'après les élections communales, normalement, il devait sauter parce que Ratoma a été... à Ratoma, c'est l'UFDG qui a gagné. Donc il y a eu toutes sortes d'histoires derrière. Nous avons pu gérer difficilement les choses. Quand nous passions pour informer les gens qu'il y avait une audience demain à la cour, plutôt au tribunal de Dixine, il y avait d'autres groupes qui passaient pour dire aux femmes, n'allez pas, ce n'est pas normal de porter plainte contre son État. Alors, on va terminer cette émission par cette dernière question. Il faudrait qu'il y en a eu des annonces en termes d'indemnisation des victimes, vous le rappelez tout à l'heure. Est-ce que vous y croyez? Non, je ne crois absolument pas à quelque chose venant d'Alpha Condé. Même s'il nous recevait dans son palais pour nous dire la même chose, tant que ça ne se passe pas, on ne peut pas croire à ce qu'il dit. Et lui et tous ses acolytes qui sont derrière lui. Parce que c'est des gens qui, comme je l'ai dit, qui n'ont pas de parole. Vous prenez ce acte d'Ibrahima Kourouma lorsqu'il était... Parlons à présent des fonds. Parce qu'il faut dire qu'en plus du président, vous avez lancé une campagne de collecte de fonds. Beaucoup d'argent aurait été mobilisé en termes d'assistance. Comment est-ce que tout ça a été géré? Parce que c'est là également, parce qu'on sait en Guinée, il y a des collectifs qui naissent pour défendre les victimes, et par la suite, on s'enrichit sur le dos, notamment des gens qui sont en détresse. Oui. Comment est-ce que la gestion de ces fonds-là a été effectuée de façon rapide? Oui, vous faites bien de le souligner. C'est la première fois que je vois un élan de solidarité aussi énorme dans ce pays-là. Vous avez combien en tout? Nous sommes aujourd'hui à 1 milliard de francs guinéens. Il y a quelques poussières, je ne retiens pas le reste. 1 milliard et quelques millions. Il faut reconnaître que l'UFDG, à travers ses structures en Guinée et à l'étranger, a donné 800 millions. Le reste est venu de la diaspora, mais aussi d'organisations de ressortissants, d'autres bonnes volontés parfois qui ont préféré garder l'anonymat. Donc cette somme-là est disponible dans une banque de la place. Qu'est-ce qui est prévu pour cette somme? Alors, pour l'instant, rien, parce que nous ne nous focalisons pas sur l'argent. Nous voulons d'abord gagner le procès à la CEDEAO. Toutes les dépenses que nous aurons effectuées seront remboursées par le bourreau, l'État guinéen. Et il faut dire que ceux qui prennent en charge ce procès-là ne prennent que l'avocat en charge. Et pour aller à Abuja, il faut envoyer des témoins qui sont parfois du collectif ou qui sont des anciens ministres qui sont prêts. Oui, donc nous prenons dans cet argent-là. Et aujourd'hui, pour communiquer avec les 1204 familles, imaginez-vous, on est éparpillés, nous avons la liste de tout le monde. Il faut appeler les gens un à un pour leur dire, par exemple, demain, il y a une assemblée générale, ou bien il y a une distribution de cahiers. Donc nous passons par cet argent-là, mais avec des preuves qui existent, et nous faisons des assemblées générales pour expliquer aux victimes où nous en sommes. Il y a eu des agitations au départ pour dire partageons l'argent. Nous leur avons dit, mais si on partage cette somme, qui va payer après le reste maintenant pour aller à la CEDEAO? Nous avons fait une collecte de cahiers de fournitures scolaires cette année. L'association des ressortissants de Massy, par exemple, nous a donné 5 millions. D'autres organisations des universités nous ont donné. Nous avons acheté ces cahiers-là pour redistribuer aux familles afin que les enfants puissent aller à l'école. Donc voilà des actions. S'il n'y avait pas d'argent,
c'est extrêmement difficile. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour avoir accepté notre invitation et je pense que le combat, même si c'est loin d'être gagné, va continuer et surtout bon courage à vous, notamment membres du collectif et surtout toutes les victimes notamment des opérations de déguerpissement de Dar Salam. On arrive à la fin de cette émission de Kapororaï, parce qu'il faut dire, j'insiste sur Dar Salam parce que ils ont aussi été victimes. Ils ont été victimes, notamment de ces opérations de déguerpissement. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention. J'espère tout simplement que vous avez éprouvé de plaisir à nous suivre sur la télé du 21e siècle et dans cette émission consacrée essentiellement à la situation qui prévaut au niveau des victimes des opérations de déguerpissement des Kapororaï. Restez connectés à la télé du 21e siècle, surtout à la grille de notre télé, car le meilleur reste à venir. Donc, on se reprend la semaine prochaine pour d'autres numéros de l'émission Starcom.